Bienvenue du coup à la dernière conférence du Théâtre 4. Comme on dit du coup, le meilleur pour la fin, enfin j'espère. Euh, la séance d'aujourd'hui, vous allez voir, elle est différente des autres séances. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas aborder un sujet, on ne va pas aborder le sujet de l'intelligence artificielle. Je vais commencer par me présenter, je ne vais pas être mal poli, du coup. Je vais commencer par un petit jeu, d'accord? Vous êtes à peu près deux groupes, ok? Je vais demander à ce groupe-là de fermer les yeux, d'accord? Fermez les yeux juste pendant 10 secondes, ok? Ce groupe-là, du coup, je me présente, je m'appelle Cheyenne, d'accord? Ok, maintenant à vous de fermer les yeux, d'accord? Ce groupe-là, vous pouvez ouvrir les yeux? Ok, je m'appelle Cheyenne, d'accord? Ok. Maintenant, on peut commencer. À la fin de la séance, du coup, je vais vous redemander mon prénom. On va voir combien de pourcentage l'ont retenu ici, combien de pourcentage l'ont retenu ici. D'accord? C'est juste un petit test. Je suis le cofondateur de l'agence Your Comics. Chez Your Comics, du coup, notre métier, c'est de rendre accessibles des sujets qui sont complexes, sensibles ou techniques. Et ça, notamment grâce à deux principales forces. Un, le storytelling, et deux, des supports visuels qui sont attractifs. Pourquoi on a décidé de créer cette entreprise? On est parti de quelques constats. En fait, on vit dans un monde qui est de plus en plus complexe. Aujourd'hui, en entreprise, on va parler de RGPD, on va parler demain de la loi Sapin 2. Il y a des choses qui sont de plus en plus complexes et personne ne s'y retrouve. Aujourd'hui, 3/4 des collaborateurs disent que leur travail devient de plus en plus complexe. Le deuxième aspect, c'est qu'on vit dans un monde d'infobésité. Aujourd'hui, un cerveau humain est soumis à peu près à 100 000 mots par jour ou par semaine. J'ai un petit trou là, mais partout. Sur votre téléphone, vous recevez des messages. Dans votre boîte mail, vous recevez un nouveau communiqué. Tiens, il y a du print, il y a du digital. Votre téléphone n'arrête pas de donner des notifications. Mais dans un monde où tout est complexe, où vous êtes surchargé, votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il est surchargé, il n'arrive pas à travailler. Sa mémoire est pleine. Et du coup, dans ce contexte, comment du coup avoir en tête ces différents éléments pour créer des formations, pour créer un apprentissage, pour créer une expérience pédagogique qui soit efficace? J'ai fait une petite infographie rapide pour que vous compreniez rapidement le mécanisme du cerveau. Déjà, il y a deux types d'attention. Il y a une attention qui est endogène. Ça, c'est quand vous décidez de donner votre attention à quelque chose. Là, par exemple, vous avez décidé de me donner votre attention. C'est une attention endogène. Mais il existe aussi une attention exogène. Ça, c'est quand vous décidez, vous ne savez pas forcément que votre attention est quelque part et d'un coup, pac, il y a un pic, il y a un stimuli du coup qui va activer votre attention. Ça, c'est par exemple quand vous défilez sur votre téléphone, vous scrollez, vous scrollez, vous scrollez. Tiens, il y a un truc qui vous attire. Ça crée, surtout les visuels, du coup, on crée un stimuli. L'attention exogène, du coup, est sollicitée. Et là, pendant quelques minutes, cette information va arriver dans votre mémoire à court terme. La mémoire à court terme, du coup, c'est une mémoire qui est limitée. Vous pouvez, vous pouvez cumuler jusqu'à 7 informations environ. Ça reste quelques minutes dans le cerveau. Et là, du coup, le secret en formation, c'est comment faire passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Parce que sinon, l'information, elle est oubliée. Et là, il y a quelques secrets, du coup, que je vais vous partager pour faire passer, du coup, de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Là, je vous ai présenté une infographie. Nous, on s'appelle Your Comics. Je vais vous présenter la même chose sous forme un peu de bande dessinée. Aujourd'hui, le cerveau humain est soumis à 100 000 mots chaque jour. Vous voyez le petit cerveau, là, ça c'est mon cerveau. Pourtant, après une semaine, on ne retient que 5% de cette information. Aujourd'hui, le secret pour que ce 5% augmente dans la formation, c'est d'apporter plus d'émotions. Et cette émotion-là, on va la créer notamment via du storytelling et des supports visuels.
Pourquoi? Parce qu'en créant de l'émotion, en utilisant des supports visuels, on va solliciter plus de zones du cerveau. Le visuel, en moyenne, c'est 50% de votre cerveau, on va dire que ça va solliciter, mais en ajoutant de l'émotion, on va aller toucher le cortex sensoriel, on va aller toucher le cortex moteur et le cortex frontal. Plus vous touchez des zones du cerveau, et plus il y a de possibilités pour mémoriser l'information. Quand on a une vidéo avec une musique émotionnelle, par exemple, ça peut encore accentuer cette mémorisation. C'est pour ça, des fois, quand vous entendez une musique, je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça vous ramène à un moment de votre vie, des fois, une certaine musique. Parce que voilà, la musique, ça aide à ancrer aussi dans le cerveau. Et surtout, quand il y a de l'émotion qui est créée, il y a de la dopamine qui est créée souvent, et ça, du coup, ça permet encore plus de mémoriser. On a une petite courbe ici, du coup. Vous voyez, il y a une corrélation entre émotion et mémorisation. Donc, d'un point de vue visuel, il y a 3 supports qui se distinguent et qui ont chacune leur particularité. Le premier support visuel, c'est la vidéo. Aujourd'hui, on en voit partout de la vidéo. C'est le côté négatif. C'est qu'on en voit même un peu trop des fois et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on ne va pas regarder. Mais ce qui est intéressant pour une vidéo, dans un parcours de formation, c'est que la vidéo, en fait, c'est dynamique, c'est court. En 1 minute, on peut présenter le sujet. Donc, pour introduire dans un parcours de formation, la vidéo peut être pas mal. C'est pas mal aussi pour développer des situations, mais la problématique, c'est qu'une vidéo, on appuie play, on ne va pas appuyer pause à chaque fois. Donc, quelque part, on va au rythme de la vidéo. Et quelque part, des fois, on a besoin de prendre un peu plus de temps. Les gens ne comprennent pas forcément. C'est le défaut de la vidéo. Mais par contre, c'est dynamique et ça coûte cher. Donc ça, c'est un super support, mais il y a d'autres supports qui existent. Vous voyez, la vidéo explicative. Là, par exemple, nous, on a créé une vidéo. Ça s'appelle du motion data. Donc, on est plutôt sur du schéma, de l'infographie animée. Et ça permet, par exemple, d'expliquer des concepts. Là, on a expliqué le concept de neutralité carbone pour Carbone 4, l'entreprise de John Covici. Ici, par exemple, il y a plus d'humains, donc des personnages qui discutent entre eux. Et là, on peut parler des biais cognitifs, par exemple. Donc, en fonction des sujets, quand vous créez une vidéo, le style graphique peut être impactant, plus ou moins impactant. Et bien sûr, il y a du film. La problématique du film, c'est qu'on n'arrive pas à présenter des choses conceptuelles via du film. C'est pour ça, souvent, on a besoin de plus de vidéos animées. Le deuxième support, qui pour moi est l'un des supports les plus impactants et le moins utilisé en communication aujourd'hui, c'est la bande dessinée. Je dis pas ça parce qu'on s'appelle Your Comics. La bande dessinée, d'ailleurs, c'est que 10% de ce qu'on fait. Mais la bande dessinée, aujourd'hui, c'est un support qui permet de développer le sujet. L'avantage, c'est qu'on va créer une vraie histoire. Dans cette histoire-là, on pourra intégrer des vrais personnages qui ressemblent aux collaborateurs, par exemple. La scène, les décors, on pourra vraiment créer des décors qui représentent, qui parlent à la cible. Et ça permet, la première chose, une plus grande empathie et on va rentrer plus dans l'histoire, une plus grande immersion. La deuxième chose, c'est que pour traiter des sujets sensibles aujourd'hui, quand on va parler par exemple de handicap, de maladie, de harcèlement, il y a des choses qui sont plus faciles à dire sous forme de bande dessinée. Et ça, quand c'est incrusté, on incruste les messages dans une histoire, ça passe beaucoup mieux. Pareil pour les préjugés. Si on crée une bande dessinée, par exemple, où est-ce qu'on commence par un préjugé, ça va nous faire sourire, mais indirectement, notre cerveau va assimiler que voilà, on est là sur un préjugé qu'on est en train de déconstruire. Les avantages de la BD aujourd'hui, c'est que ça coûte beaucoup moins cher qu'une vidéo, ça coûte 3 à 4 fois moins cher qu'une vidéo. En une case, en une planche, on peut développer toute une étude de cas, toute une histoire, et quelque part, l'apprenant va à son rythme. Parce qu'une BD, on va de case en case, mais c'est de la lecture au final. Donc on a le temps de s'imprégner, de rentrer dans l'histoire, de lire à notre rythme, de revenir si on veut, ce qui n'est pas forcément le cas de la vidéo. Et surtout, avec un format scrolling, parce qu'aujourd'hui, les BD aussi de plus en plus, c'est les webtoons un peu coréennes qui viennent. Mais là, pareil, en fait, il y a un sens qui est sollicité, c'est le sens du toucher. Et le fait de toucher et scroller,
en fait, ça permet de garder notre taux d'attention maximisé. Sur une vidéo, aujourd'hui, le taux d'attention, vous savez, il est de combien de secondes? Vous avez une idée? Dites un chiffre. 5 secondes? Pas encore, mais ça va venir. Pour le moment, il est à peu près de 40 secondes d'après les études de YouTube. Et sur la BD, le fait de scroller à chaque fois, en fait, ça permet de maintenir ce taux d'attention à un niveau plus élevé. Les limites de la bande dessinée, c'est qu'il faut faire attention à la sursimplification et à l'infantilisation. La BD, souvent, les gens disent « mais c'est enfantin ». Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut savoir choisir le bon style et la bonne narration. Je vous donne un exemple ici de bande dessinée qu'on a fait. Ici, c'est une bande dessinée sur la compliance, sur le RGPD qu'on a fait pour Volkswagen. Les personnages que vous voyez, c'est les vrais personnages de l'entreprise, du département juridique. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait, pour parler d'un sujet comme le RGPD, qui est chiant, mais au final, on va créer une histoire, on va se poser les questions que les collaborateurs se posent et on va répondre à leurs problématiques. Du coup, quand ils lisent ça, au final, c'est sympathique. Tiens, le sujet n'est pas sympathique, mais par contre, l'apprentissage est sympathique. Pareil ici, là, on est sur de la webtoon, on est sur des sujets santé. Et là, l'avantage aussi, c'est que d'un point de vue expérience, on peut gamifier ça. C'est-à-dire, on lit la BD et à un moment, on a un choix à faire. Et en fonction du choix qu'on fait, le scénario change. C'est un peu comme les livres dont vous êtes le héros, mais en version BD. Et ce qui est top, c'est ce type de BD qui marche le mieux. Là, ici, on a une petite étude de cas. On raconte un cas, du coup, et en bas, on donne la bonne pratique sous forme d'infographie. Donc, c'est comme des fiches études de cas qui permettent de résumer quelque part une notion. Le troisième support, c'est l'infographie. L'infographie, c'est un rôle et un seul rôle, c'est de servir de carte mentale, de schéma mental. L'avantage, du coup, c'est que ça permet de traiter des sujets techniques, mais les limites, c'est que souvent, il faut que ça accompagne une autre formation, soit orale, soit un autre support, qui est de la vidéo ou de la bande dessinée. Ici, par exemple, pour les équipes de Saint-Gobain, on a créé comme ça des infographies process. C'est des process industriels ici, ou ça peut être quelque chose comme un chemin comme ça qui donne toutes les bonnes pratiques sur de la cybersécurité. Maintenant, je vais partager avec vous 5 bonnes pratiques. Quand vous allez du coup développer vos formations, il y a 5 bonnes pratiques que nous, par expérience, ça fait 10 ans, 11 ans qu'on crée des modules de formation et on voit encore que ces 5 bonnes pratiques ne sont pas forcément tout le temps appliquées en entreprise. La première bonne pratique, c'est que si vous le pouvez, mixer les supports. La vidéo, du coup, pour introduire, la BD pour développer, l'infographie pour résumer. Chacun a son rôle. Ne soyez pas monosupport. Si vous pouvez mélanger les supports, faites-le. La deuxième chose, adressez-vous à votre cible. Ça, c'est vraiment important. Centrez-vous sur eux, mais pas sur vous. La problématique aujourd'hui, vous voulez parler d'un sujet, vous allez parler de votre sujet. Mais si vous arrivez à inclure la cible, partir de lui, de sa problématique, pour parler de votre sujet, là, vous avez gagné. Troisième conseil, les premières secondes. Vous vous souvenez de ce stimuli? C'est ça le plus important. Comment pendant les 5 premières secondes, le monsieur n'avait pas tout à fait tort, 5 secondes, comment pendant les 5 premières secondes, vous pouvez capter l'attention. Et ça, c'est super important dans votre scénarisation, dans les premiers visuels que vous allez partager, comment capter directement l'attention. Conseil numéro 4, la pédagogie, ce n'est pas un one-shot. Souvent, on travaille avec des entreprises, ils font un e-learning sur un sujet et après, on n'en parle plus. Mais la problématique, c'est que la formation, ça a besoin de récurrence. Vous avez appris des choses au CP, en CE1, en CE2, vous avez répété les choses. En 6e, vous avez répété les choses. En 3e, ainsi de suite. Mais c'est la même chose. Donc, il faut de la récurrence. Donc, créer un support, créer un effet de série, mais communiquer de manière récurrente. Et pour ça, par exemple, une fois, vous pouvez communiquer sous forme de BD, une fois, vous pouvez communiquer sous forme de films, de e-learning, ainsi de suite. Mais varier les supports, parce que le cerveau aussi a besoin de variété. Si vous avez tout le temps le même type de formation, une histoire qui est la même, les mêmes personnages à chaque fois, ça devient chiant. Je suis désolé du terme, mais il faut varier et il faut de la récurrence. 5e et dernier conseil,
Associer storytelling et univers graphique ou auditif fort. N'oubliez pas, le plus important pour la mémorisation, c'est les émotions. Donc, comment vous arrivez à créer de l'émotion dans vos parcours de formation? Et c'est facile de créer de l'émotion, c'est pas si compliqué que ça, hein. Voilà, merci. Ça va, on est allé assez vite. On est au stand P20 si jamais vous voulez en savoir plus sur nous. Mais là, je suis encore là, je pense, 5-10 minutes pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions. Oui? Je ne sais pas, le micro est où? Voilà. Ouais, c'est vrai. Juste peut-être avant qu'on finisse, juste ici, vous pouvez lever la main, ceux qui se souviennent de mon prénom? Ok? Ici? Putain, vous êtes un public parfait, vous avez tous retenu. Donc, je m'appelle comment? Merci. Je pense que je suis l'un des seuls intervenants à la fin de l'intervention. On se souvient de son prénom, hein. Merci, Djoko. Je vous écoute. On m'entend ou pas? Okay. Oui. Merci, Cheyenne. Merci. Je conçois le fait qu'il faille mettre des émotions dans notre storytelling et comment pas faire cette utilisation d'émotions un biais et surtout de ne pas créer des émotions fabriquées, que ça soit vraiment légitime et pas créer de la peur pour, je sais pas moi, une police d'assurance, enfin voilà, là je vais dans le cliché. Comment on fait cette juste balance pour, oui, on va utiliser des émotions pour ancrer l'information, mais de manière éthique en quelque sorte. C'est une très bonne question. On a cette problématique, notamment quand on parle par exemple de sujets de sécurité ou de compliance. On travaille beaucoup sur ces deux sujets, ou sur des maladies. Au final, là, l'idée pour ces sujets-là, c'est dans la scénarisation, c'est d'intégrer vraiment les personnes qui sont concernées. Donc de co-construire les scénarios. Par exemple, sur la sécurité, par exemple, sur les paquebots de la CMA-CGM, là, on a travaillé vraiment avec les personnes qui sont sur le paquebot et on leur a demandé de nous raconter leur histoire. À partir du moment où c'est leur histoire qui sont racontées, on ne surjoue pas. La problématique, souvent, c'est que ceux qui font la scénarisation n'ont jamais parlé avec les personnes qui sont concernées. Quand on crée là, on traite par exemple des maladies comme des maladies rares, comme la maladie de Fabry. On a travaillé avec l'association des patients et on a parlé directement avec des personnes qui sont atteintes sur le vitiligo. Les scénarios, en fait, c'est même pas nous qui les avons créés, c'est des jeunes qui sont atteints du vitiligo, qui nous ont raconté leurs problématiques et on a créé les bandes dessinées à partir de ça. Et quelque part, à partir du moment où c'est réel, que c'est des histoires qui ont été vécues, on ne surjoue pas et là, on crée de l'émotion. À partir du moment où c'est inventé, où est-ce qu'on veut faire peur ou quelque chose comme ça marche moins parce qu'on est dans des extrêmes, on fait peur et les gens, en fait, n'adhèrent pas. Parce qu'il y a l'émotion qui est créée, mais s'il n'y a pas l'adhésion, si on voit que c'est exagéré, les gens n'adhèrent pas non plus. Donc, co-construisez vos scénarios avec les personnes qui sont concernées. D'autres questions ? Si vous avez d'autres questions, du coup, on est au stand P20, à l'entrée là-bas, un peu loin, mais ça vous fera une petite marche pour digérer la présentation que j'ai faite. Voilà, merci.